Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je suis avec Olivia et on va vous parler de la périostite. Si tu as une périostite et que tu n'arrives pas à la traiter, si tu as une périostite que tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à courir, avec Olivia, on va t'expliquer d'autres pathologies qui peuvent mimer ta périostite, mais qui peuvent surtout t'expliquer pourquoi tu ne t'en sors pas. Cet épisode YouTube, il est extrait d'un podcast hyper complet que je t'invite évidemment à aller voir pour avoir toutes les nuances, mais on va t'expliquer pourquoi dans certains cas, c'est autre chose qui peut te faire mal. Bon visionnage. Je te propose maintenant de partir sur une autre pathologie, on va reprendre un peu des coureurs, qui est la périostite. Ouais. La périostite, moi, c'est des patients que je vais voir au cabinet qui ont quasiment toujours mal sur la course à pied. J'ai pas souvenir d'autres patients que des coureurs qui ont des périostites. Il y en a peut-être une fois encore, mais vraiment, je pense qu'une grande majorité de ce que je vais au cabinet, c'est ça. Qu'on veut des douleurs plutôt sur l'avant du tibia, l'avant de la jambe, qui ont mal quand ils courent. En général, ils ont mal de plus en plus en courant, mais en dehors de ça, s'ils courent pas, ils ont quasiment pas de douleur, quoi. La périostite, c'est quoi ? C'est que votre os, il est constitué de plusieurs couches, et la plus superficielle, ce qu'on appelle le périoste. Et c'est les impacts répétés de la course à pied avec les tractions musculaires des muscles autour qui font que cette couche osseuse va se sensibiliser et devenir douloureuse. Donc en général, on calme un peu la course à pied, on reprend de manière progressive, on stimule un peu les muscles autour de la jambe, les releveurs, le mollet, les muscles du pied, etc. Et c'est des patients qui évoluent très bien en général. Toi, ces patients qui sont en échec et qui finissent par arriver dans ton cabinet, qu'est-ce que tu pourrais retrouver qui pourrait mimer ça ? Tu vas avoir principalement deux pathologies, sachant que, bon, je reviens sur l'endofibrose, ça peut te prendre vraiment toute la jambe, ça peut descendre jusqu'au mollet. Donc en gros, tu me dis que l'endofibrose peut aussi faire ça. Ouais. Mais bon, en général, tu auras quand même des symptômes sur la cuisse. Ouais. Après, si on est sur une symptomatologie mollet, tu peux avoir un diagnostic différentiel avec un syndrome des loges. Ouais. Donc en gros, tu as plusieurs loges musculaires dans le mollet. Et quand tu as trop de pression dans ces loges-là, et en gros, disons que ton muscle il est trop comprimé dans sa loge. Et donc, c'est en lien avec l'hypertrophie musculaire pendant un exercice. Et ça va être douloureux. Et donc, ça, c'est une pathologie vasculaire qui te donne du coup des douleurs à l'effort. Pareil, en général, ça va te faire arrêter ton effort. Ou disons que c'est tellement pas supportable, entre guillemets, que les patients, ils ont compris que ça sert plus à rien de courir, quoi. Ça passe pas. Ok. Est-ce que sur le syndrome des loges, l'intensité de la douleur peut être un indicateur ? Parce que c'est vrai que quand tu me dis il y a un truc qui est comprimé et qui n'a pas assez de place, parce que tu me dis si pas bêtise, mais ces loges, elles sont quasiment inextensibles. Ouais. Donc en gros, c'est un peu genre, vous courez, votre mollet, vos muscles de la jambe vont se gonfler de sang pendant l'effort, ce qui est normal. Ouais. Et vu que la loge ne peut pas grandir, ils sont oppressés et c'est cette pression qui crée la douleur. Ouais. Est-ce que l'intensité de la douleur est peut-être un indicateur ? Parce que je me dis que ça fait peut-être plus mal que juste l'os qui est sensible. Ouais. Et est-ce que le côté, une fois encore, je peux pas continuer de courir tellement ça fait mal, on le retrouve fréquemment aussi ? Non, pas forcément, parce que de toute façon, en général, les patients, ils ont bien capté qu'à l'arrêt de l'effort, ça soulage. Donc, ils vont pas se tordre. Forcer. Ouais, c'est ça. Ok. Ils vont pas se tordre de douleur. Enfin, quoique. T'en as eu, hein ? Non, mais c'est ça. J'en ai eu un, je crois, la semaine dernière. La Saint-Élion, c'était quand ? La Saint-Élion, c'est il y a pas longtemps. Là, t'es en train de mettre en avant le fait que j'ai menti, j'ai dit 2025, parce que cet épisode sortira en 2025. Mais là, on est en début décembre, donc elle a eu lieu il y a 15 jours, je crois. Ouais, ça, genre 2 jours avant la Saint-Élion, j'ai un patient qui vient, cas typique de syndrome des loges. Il me dit, mais je vous préviens, je veux absolument faire la Saint-Élion et tout. Je dis, allez-y. Et donc, j'ai eu un mail après, il m'a dit, c'était horrible et tout. Mais j'ai fini la Saint-Élion. Je dis, ok, super, maintenant tu vas faire tes examens. Okay. Donc, tu vois, il y en a qui peuvent forcer. Lui, je pense qu'il a dû passer un sale moment. Enfin, il me l'a dit d'ailleurs. Mais en général, non, ils vont pas forcer à ce point, tu vois. Ils s'arrêtent avant. Mais ils voient bien que plus ils continuent, plus ça fait mal. Ok. Après, toutes les douleurs d'effort au mollet ne sont pas forcément des claudications vasculaires. Alors vas-y, il faut que tu définisses claudication vasculaire. Claudication vasculaire, donc c'est une douleur à l'effort qui cesse à l'arrêt de l'effort. Typiquement, j'ai eu une patiente qui a fait la formation vasculaire, qui est podologue, et qui vient au cabinet et qui me dit, voilà, ça fait 1 an que j'ai une périostite, ça ne passe pas, j'ai fait le e-learning, je pense que j'ai un truc vasculaire, donc c'est pour ça que je viens de voir. Et donc, elle, c'était clairement douleur à l'effort qui cède à l'arrêt de l'effort. Et au final, je fais mon examen clinique et tu vois, je me suis plutôt orientée sur une fracture de stress. Donc, elle avait fait les semelles. Elle avait fait évidemment renfo qui n'avait pas marché.
Et au final, c'était bien une fracture de stress bilatérale au final des deux tibias. Hyper rare. Ouais. Fracture, donc ça arrive, les fractures de fatigue, on les retrouve en course à pied. Mais c'est rare d'avoir les deux côtés en même temps. Ouais. Et elle avait qu'un côté symptomatique. En plus. Ouais. Ok. Syndrome des loges, c'est pas rare que ce soit bilatéral. Ouais. Et dans la plupart des cas, vous n'aurez pas qu'une seule loge d'atteinte. D'où l'intérêt, quand vous allez prescrire et que vous réadressez le patient, de demander une mesure de la pression intramusculaire de toutes les loges des deux jambes. Donc ça, c'est un peu l'examen qui va nous aider à savoir si oui ou non on est bien sur un syndrome des loges et pas une périostite. Tu peux nous le déclarer un petit peu ? Eh bien, tout simplement, avec un appareil, ils vont venir dans la loge musculaire, mesurer la pression. Donc, c'est un examen invasif. Et il y a des mesures de référence, si tu veux. Et pareil, ils le font au repos et à l'effort, comme on a parlé tout à l'heure, ou pas ? Parce que c'est des gens qui n'ont pas de douleur au repos. Parce que comme on l'a expliqué, au repos, la loge n'est pas aussi sous pression qu'avec l'effort et l'apport de sang. Donc j'imagine qu'il faut les faire courir un minimum pour voir est-ce que la pression augmente de trop. Ouais, si c'est bien fait, c'est fait au repos et à l'effort. Ce que tu peux faire aussi de pas invasif, c'est une IRM musculaire après effort. Mais ça se fait moins. En général, on fait des pressions intramusculaires. Tu as des valeurs de référence et en vrai, tu as certaines études qui montrent que les femmes, elles vont avoir des pressions intramusculaires inférieures à celles des hommes, de manière générale, dans la normalité. Et donc, mon avis, c'est que potentiellement, tu as plus de femmes qui sont sous-diagnostiquées parce que de base, on a des valeurs qui sont inférieures. Donc, on ne rentre pas dans la norme qui est décrite pour les hommes. Parce que les normes sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes ? Ouais. Ok. Et donc, les normes pathologiques. Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, je pense que tu as plus de femmes qui passent à la trappe. Alors que si on leur faisait une IRM, du coup, là, on verrait. Ok. Et à l'IRM, on voit quoi dans ce cas-là ? Tu vois que le muscle, il est en souffrance. En fait, il répond pas pareil à c'est sur la couleur, par rapport à quand tu dis souffrance, c'est ça ? C'est ça. Ok, d'accord. Ok, donc ça peut clairement expliquer ce côté périostite. Et c'est vrai que c'est ça qui est compliqué, c'est que toi, moi en tant que kiné, les symptômes, c'est pour ça que le titre de la formation mime bien le syndrome de la périostite, mis à part que la douleur sera peut-être plus, comme on l'a expliqué tout à l'heure, plus diffuse. Le périostite, les patients, ils ont mal très sur l'avant. Vraiment la crête du tibia, etc. Et ils n'ont pas spécialement de douleur derrière au niveau du... Enfin, ça arrive, mais c'est quand même plus rare. Là où sur un syndrome des loges, la douleur, elle sera peut-être plus aussi vers l'arrière, etc. Ouais, c'est ça. Et donc, tu peux aussi, vu que tu as une augmentation de pression dans ta loge musculaire, dans ta loge musculaire, tu as tes artères, tu as tes veines, tu as tes nerfs qui passent. Et donc, si tu as vraiment une grosse pression intramusculaire, tu peux avoir des signes neuro parce que ton nerf, il est comprimé. Et donc, tu peux avoir des pertes de force ou alors des symptômes sur la plante du pied, etc. Ok. Ah ouais, chose qu'on n'a pas du tout sur une périostite. Exactement. Et syndrome des loges, ça peut être associé à un syndrome de l'artère poplitée piégée ou ne pas être associé à un syndrome de l'artère poplitée piégée. Mais pareil, l'artère poplitée piégée, ça fait partie des diagnostics différentiels auxquels il faut penser sur des douleurs de mollet à l'effort. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu cette artère poplitée, en tout cas les symptômes que ça pourrait faire ? Ouais, alors l'artère poplitée, donc elle passe à l'arrière du genou là, et ça peut arriver qu'il y ait des variations anatomiques qui sont complètement normales dans la population, qui font que en fait le trajet est un peu embêté, que le sang passe moins bien, et donc du coup on va se retrouver avec des douleurs plutôt face postérieure du mollet, pareil toujours à l'effort, qui cède à l'arrêt de l'effort. Et ça, tu vois, on a beaucoup l'idée reçue que les troubles cardiovasculaires, ça touche les hommes, 50-60 ans, avec un verre de vin tous les jours, un peu de charcute, etc. Qui a déjà eu la goutte. Voilà, etc. Exactement. Et pour l'instant, tu vois, toutes les pathologies dont on a parlé, c'est vraiment complètement indépendant de ces facteurs de risque cardiovasculaire. Ça peut être des jeunes sportifs, quoi. Complètement. Et... Donc oui, il faut pas tomber dans ce piège de mon patient, il est jeune, il est en bonne santé, c'est pas vasculaire. C'est important de l'avoir rappelé, en effet.
Tout le monde peut être touché par ce trouble vasculaire, même si ça cache pas l'image qu'on peut avoir du patient cardiaque, entre guillemets. Par rapport à cette artère poplitée, moi j'ai une question que les patients me posent des fois en rééducation. C'est, tu nous as expliqué que de base, on peut avoir une artère poplitée, donc à l'arrière du genou, qui est peut-être un peu plus fine, dont le débit est moins important, mais une personne qui fait du sport depuis des années et qui déclenche une douleur, n'importe quoi, au bout de 5 ans de pratique, bah, va me dire, oui, mais cette artère, ça fait depuis que j'ai fini ma croissance, entre guillemets, qu'elle a cette taille-là. Comment ça se fait que le symptôme se déclenche à mes 30 ans, par exemple? Ouais, bah, je pense que c'est des histoires de compensation où à un moment, le corps, il n'y arrive plus, tu vois. C'est comme... quand tu as des syndromes de la traversée thoraco-brachiale, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. On va en parler après, ne spoil pas. Mais oui. Bon, bah, si par exemple, tu as une côte en plus, tu as toujours eu ta côte en plus, mais tu n'as pas vécu depuis que tu existes avec tes douleurs au niveau de l'épaule et du bras. Et oui, les gens, on peut avoir une côte en plus, on en parle dans pas longtemps. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que ça peut répondre? Est-ce qu'un changement de volume musculaire peut entraîner ça? J'ai n'importe quoi, je suis pas sportif, je me mets à courir régulièrement, mes muscles du mollet vont se développer, ou même les muscles de ma jambe de manière générale. Est-ce que une hypertrophie musculaire peut augmenter une compression vasculaire? Oui. Et pour la traduire, est-ce que d'avoir des gros muscles peut comprimer les vaisseaux? Ouais, complètement. Okay. Et on pense aussi qu'il y a beaucoup plus de troubles vasculaires que ce qu'on connaît actuellement, parce qu'en fait, la population générale n'est pas suffisamment active pour révéler les troubles qu'elles ont. Ah, intéressant. Ok. Donc, ça confirme ce que je dis. Et si en plus tout le monde était musclé, ce serait pire. Voilà. Musclé, ou tu vois, genre sport d'endurance ou des choses comme ça. Oui, ça révélerait beaucoup plus de troubles. Ah ouais, c'est intéressant. Et donc, si je comprends bien ce que tu me dis, en gros, il y a plein de gens qui ont peut-être des particularités anatomiques, mais qui ne déclenchent pas aujourd'hui de douleur parce que leur corps n'est pas assez stimulé, mais que s'ils se mettaient à développer une activité, ils l'auraient. Et ça peut expliquer qu'une personne de 40 ans qui se met à la course à pied, on lui trouve une artère qui a une forme de Y alors qu'elle ne devrait pas, mais juste parce qu'il n'avait jamais utilisé autant sa jambe et ça finit par apparaître. C'est un peu ça l'idée? Exactement. Ok, c'est intéressant. C'est vraiment un truc que je n'avais pas, mais ce qui paraît cohérent. T'as un bras plus court qu'un autre, bah, si tu n'utilises jamais tes bras, tu ne sauras pas à quel point c'est relou pour attraper un truc dans le placard. Je pense que ça n'arrive à personne, mais voilà, j'ai pas mis en termes de métaphore pour aujourd'hui. C'est très bien. Ok. Et tu vois aussi, bon là on a parlé de sportifs jeunes en bonne santé, etc. Tu vois, mais en fait, en fonction du profil cardiovasculaire, tu peux très bien aussi avoir un sédentaire de 50 ans qui se met à la course à pied. Et là, du coup, il va plus falloir penser aussi à peut-être un autre type de profil. C'est-à-dire que, s'il se met au trail, ça peut très bien être, why not, une endofibrose de l'artère iliaque. Mais plus tu avances dans l'âge, plus tu deviens candidat, entre guillemets, pour l'AOMI, donc c'est l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, où là, c'est plutôt une pathologie où tu vas avoir un profil avec des comorbidités cardiovasculaires, où c'est en gros des plaques d'athérome qui se sont mises dans tes artères iliaques, qui se sont développées si tu as eu soit des facteurs génétiques, soit une mauvaise hygiène de vie pendant 50 ans. Et là, donc pareil, douleur musculaire à l'effort, qui cède au repos. Tu vas avoir un périmètre de marche quand c'est vraiment extrême, tu vois. Périmètre de marche, ça veut dire que, je sais pas, tu marches 10 minutes. Bon, pour arriver à un périmètre de 10 minutes, c'est chaud quand même. Tu marches 10 minutes, il faut que tu t'arrêtes. Tu fais une petite pause. Pendant la pause, au final, ton muscle, il se relâche. Il se relâche, il se réoxygène un petit peu. Tu peux repartir pour 10 minutes, mais au bout de 10 minutes, il va falloir que tu t'arrêtes, tu vois. J'espère que ce petit extrait YouTube t'a plu. Si c'est le cas, évidemment, je t'invite à aller voir directement la vidéo complète sur le podcast. Si tu veux suivre Olivia, évidemment, t'as tous les liens dans la description. Et si t'as aimé l'épisode, pense à mettre un gros pouce bleu. Si t'as des questions, tu me les mets dans les commentaires. Et si t'étais pas encore abonné, écoute, bienvenue sur la chaîne. Abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos.